Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Pépites et Pépins. Aujourd'hui, on aborde un défi majeur pour beaucoup d'indépendants. Comment trouver l'équilibre entre créativité, gestion d'entreprise, organisation et épanouissement personnel. Notre invitée du jour, c'est Zoé, qui est directrice artistique et professeure à l'université, mais aussi solopreneur créative à la croisée de l'art, de l'enseignement et de l'entrepreneuriat. Avec elle, on va explorer comment gérer un quotidien multifacette, comment ne pas sacrifier la créativité sur l'autel du business, et surtout comment continuer à kiffer ce qu'on fait tout en étant pro et rentable. Salut Zoé, est-ce que tu peux du coup te présenter, présenter un peu ton activité et nous dire bonjour? Bonjour Solène, merci de m'accueillir dans ce podcast. Écoute, moi, comme tu l'as dit, je suis directrice artistique et indépendante. Je suis aussi professeure dans une école de communication et de publicité. J'enseigne la créativité, le processus créatif, la direction artistique et aussi la culture générale et artistique. En fait, j'accompagne les élèves, les étudiants à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Et puis à côté, je suis directrice artistique aussi, donc je travaille pour des clients, pour des marques, surtout des jeunes marques. Moi, je suis spécialisée dans l'identité visuelle et le branding, donc la stratégie de marque visuelle. Et puis aussi, j'ai une multicasquette, comme tu l'as dit. Je m'occupe aussi de réseaux sociaux de société, où je fais de la photo et de la stratégie social média. Et en parallèle aussi, donc en quatrième pôle, je suis artiste. Et donc j'expose par moment dans Paris. Voilà. Donc... Est-ce que tu peux nous dire ce que tu exposes? Ce que j'expose principalement, c'est des dessins. C'est des dessins que je fais à la craie, au pastel sec. Et je travaille tout un branding. Voilà, je travaille les corps un peu déstructurés, l'anonymat, et puis des couleurs très vibrantes dans les teintes de rose, violet, bleu, etc. Donc, J'aime bien parce que toi aussi tu dis rose. Ça va être vraiment un podcast du Sud. Oui, effectivement, je suis un pur produit du Sud, mais qui est à Paris depuis maintenant 10 ans. Mais donc, ça se sent dans le rose. Oui, vous pouvez voir à mon teint allé que je reviens justement du Sud. Ok, alors moi j'aimerais bien du coup comprendre ta première casquette. Tu parles, je pense, ton premier truc c'est directrice artistique. Quand tu te présentes au monde, t'es directrice artistique. C'est ça. En général, un client, il vient te voir. Pourquoi? Il te dit quoi? C'est quoi la première phrase? Il te dit bonjour, je viens te voir parce que... La plupart du temps, en tout cas les clients que je préfère, c'est ceux qui viennent me voir en me disant j'ai une nouvelle idée, un nouveau projet, j'ai envie de lancer une marque, un shop, ou j'ai une idée et j'ai besoin de la représenter visuellement, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin d'une identité forte, j'ai besoin de me démarquer sur le marché, et j'ai besoin de tes idées. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je répète souvent en début de projet avec mes clients. C'est que je leur dis que je suis là pour leur proposer des idées qu'ils n'auront pas eux-mêmes. Donc voilà, si un client vient me voir en me disant qu'il sait déjà tout ce qu'il veut, en général c'est un peu compliqué. Oui, où tu vas déconstruire du coup. Voilà, où on va déconstruire ensemble. Mais voilà, le client type est celui, enfin en tout cas celui que je préfère, c'est celui qui est ouvert à la collaboration, qui a des idées et qui est prêt à entendre des idées un peu nouvelles et à s'ouvrir à des concepts nouveaux. Donc voilà, pour créer une marque innovante et intéressante. Je pense que tu as dû kiffer avec moi du coup. Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. Pour la petite histoire, Zoé a été la directrice artistique de Maison Coton, donc mon deuxième business. Et moi, je suis clairement cette cliente qui est très terre à terre, qui voit plutôt les chiffres, comment on va faire de l'argent et créer de l'expérience client sur un terrain, mais après, faire vivre une marque, c'était zéro. Bon trop bien, t'avais kiffé avec moi, je suis contente de l'apprendre. forcément. Et du coup, le client qui a déjà sa marque depuis une dizaine d'années,
et qui veut un peu la rebrander, tu l'accompagnes aussi? Ah, bien sûr. Ok. Bien sûr, bien sûr, ça c'est aussi hyper intéressant parce que, au contraire d'un nouveau projet, là on a des vrais retours d'expérience qui peuvent être hyper pertinents, hyper intéressants sur les consommateurs en fait, comment la marque elle est perçue et comment on peut l'améliorer aussi avec les nouvelles actualités, les nouvelles tendances, comment on peut renouveler la marque ou justement accentuer les points positifs. Et mettre en valeur ou non les points négatifs qui peuvent être aussi parfois souvent des leviers en fait Ouais. créatifs assez intéressants. Donc oui, retravailler une marque qui est déjà installée, c'est un challenge différent, mais tout aussi intéressant en tout cas pour moi, parce qu'on part de quelque chose de concret et avec une vraie expérience et des vraies analyses en fait qu'on a plus difficilement quand on démarre un nouveau projet. Ouais, donc tu vas avoir des gens qui sont un peu plus réactifs aux critiques aussi et qui du coup te challenge et tu les challenges quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi la chance d'avoir éventuellement parfois des gens qui sont déjà dans le milieu professionnel, donc il y a un nouveau regard aussi qui est différent de les primo-entrepreneurs qui commencent et qui tâtonnent là, effectivement, avec une clientèle qui a déjà un peu plus d'expérience. Ça permet aussi d'autres formes d'échange et une autre approche en fait de, de la création visuelle. Trop bien. Et là, tu penses que si, imaginons qu'ils nous écoutent, on a quelqu'un qui sort des études, donc toi tu les connais, ça pourrait être tes élèves aujourd'hui, Ouais. qui te dit moi je veux être directrice artistique, mais j'ai peur d'avoir du mal à en vivre, de trouver des clients justement. Tu pourrais donner quoi un peu comme conseil ou au moins de regard sur toi, ton quotidien aujourd'hui? Ça te prend combien d'heures la direction artistique? Est-ce que vraiment c'est difficile de trouver des clients? Ça dépend. Disons que je pense que pour être directrice artistique en freelance, il faut savoir ce qu'on veut parce que l'entrepreneuriat et le salariat, c'est pas les mêmes enjeux. Effectivement, le salariat permet d'avoir peut-être des plus gros clients parfois parce qu'on est sous des grosses structures. Mais en revanche, on n'est pas tout seul à travailler sur le projet, donc c'est une autre démarche. En revanche, l'avantage, en tout cas, du salariat, c'est qu'il y a un salaire fixe et qu'il y a une forme de sécurité de l'emploi, ce qui est un peu plus compliqué en indépendant. Mais voilà, ça dépend ce qu'on veut en fait. Si on veut travailler sur ses propres projets, je pense que c'est plus intéressant d'être auto-entrepreneur. Mais il faut avoir beaucoup de force, de résilience, de courage parce que c'est un travail au quotidien, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est aller boire des verres le soir et se dire que potentiellement, dans le bar où on va aller, on va peut-être recroiser un client. C'est sûr que voilà, c'est pas à 18h, on a terminé le travail, on sort. Donc ça dépend de l'investissement qu'on a envie de mettre en fait, dans son projet, je pense, et de la qualité économique aussi qu'on veut. Parce que si on est un peu stressé par l'argent, c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être être en salariat C'est clair. qu'en indépendant. Mais par contre, une fois qu'on est indépendant, c'est vrai que c'est quand même hyper stimulant, hyper agréable parce que les projets, on les mène de bout en blanc. De bout en bout, pardon. Je sais pas si ça existe, de bout en blanc. De bout en bout. Et ça, c'est quand même très valorisant pour soi. Même s'il ne faut pas oublier de bien s'accompagner parce qu'il faut quand même une certaine forme d'expérience. Et puis après, pour trouver les clients, ça c'est toujours pareil. C'est du démarchage, c'est du temps, c'est du réseau. C'est d'abord commencer avec ses amis et sa famille. C'est clair. Et puis après, aller chercher d'autres formes de clients. Mais voilà, c'est un choix à faire. Je crois que ça dépend de chacun, de la sécurité et de où on a envie comment on a envie de se positionner en fait par rapport à son propre projet personnel. Ouais. Et je pense que du coup, vu que c'est un métier qui est très créatif et que là, même le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est ça, c'est retrouver cet équilibre et cultiver quelque part la créativité alors que tu es en train de créer ton business. En fait, quelqu'un qui va être trop stressé par l'aspect financier ou l'aspect prospection clientèle, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça peut lui tuer une petite part de créativité ? Ça peut, mais après, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans notre métier, en tant que créatif, on peut pas croire qu'on va vivre tout le temps de choses purement créatives. C'est-à-dire qu'il y a des comme dans tous les métiers,
Il y a des prestats qui te font manger et des prestats qui te font kiffer. Et il faut savoir jongler entre les deux, en fait. Il faut pas dire non à tout ce qui nous plaît pas. Il faut pas dire oui à tout ce qui nous plaît pas non plus. Il faut arriver à jauger, en fait, entre ces deux pans, parce que en tant que créatif, on est quand même là pour répondre à un besoin d'un client. C'est là où je fais la différence, par exemple, entre mon activité artistique, où je dessine pour moi, où là, j'ai pas de contraintes commerciales, au contraire d'une marque qui se lance, où là, voilà, il y a des vraies contraintes, il y a une vraie stratégie visuelle qui est nécessaire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le bon équilibre entre tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord que cette double casquette, justement, elle t'aide au final à avoir l'équilibre? Il y a souvent, moi qui ai plusieurs business, les gens pensent que quand on multiplie les activités, c'est encore plus dur, qu'on se donne encore plus d'énergie et tout, mais j'ai l'impression que là, dans ton discours, il y a justement une forme d'équilibre entre la créativité, le business du métier de directrice artistique et en fait la liberté de l'art que tu as avec ta deuxième casquette. Oui, disons que c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'entrepreneuriat et l'indépendance, c'est pour pouvoir me dégager du temps pour mes activités parallèles. Mais c'est un vrai enjeu, c'est vrai, la créativité, parce que c'est pas évident. Il y a des jours, il y a des semaines où on n'a pas d'inspiration. Ouais. Et c'est plus compliqué. Et quand on est seul, on n'a pas de team pour nous soutenir, ou en tout cas prendre le relais dans ces moments-là. Donc il faut être capable d'être résilient avec soi-même et d'accepter aussi que y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Et puis voilà, la relation client, elle joue aussi. Le fait d'être en mesure de dire voilà, pour le moment, j'ai pris peut-être un peu de retard, ou cette semaine, j'ai pas été capable de créer quelque chose qui est intéressant pour moi et par la suite logique et intéressant pour l'entrepreneur. Donc voilà, il faut aussi être, je crois, quand on est auto-entrepreneur, il faut aussi avoir un regard bienveillant sur soi-même et pas trop se pousser dans les extrêmes, ou pour accepter qu'il y a des jours où ça marche un peu moins bien et des jours où on est hyper productif. Ouais, c'est ça aussi qui finit par, encore une fois, donner une notion d'équilibre. Il y a des fois, le lundi, tu sors 3 projets et en fait, mardi, mercredi, jeudi... rien. Voilà, c'est ça. c'est ça. Et comment tu fais du coup toi pour recharger ta jauge? Est-ce que t'as un peu une recette? Ça y est, mon cerveau il est vide. Ok, je suis bienveillante avec moi, y a pas de souci, mais comment je vais faire pour relancer la machine, quoi? Ça dépend, j'ai plusieurs techniques, on va dire. Une d'entre elles que je cultive depuis pas mal d'années maintenant, c'est j'ai appris à comprendre comment mon cerveau fonctionnait. Et en fait, mon cerveau fonctionne très bien sans moi. Donc parfois, effectivement, quand j'ai besoin d'avoir des idées et que je suis un peu bloquée, je me mets une petite note mentale en me disant voilà, il faut que tu aies des idées là-dessus. Je me la bloque dans un coin de ma tête et puis je vais faire complètement autre chose. Et en fait, je laisse, un peu comme un ordinateur, je laisse la tâche tourner en arrière-plan sans que j'en ai vraiment conscience. Et puis, ce qui marche assez régulièrement, en fait, c'est que je continue ma journée, je fais d'autres activités, je passe à autre chose. Ce qui est pratique quand j'ai plusieurs casquettes. C'est-à-dire que quand je galère sur un sujet, je peux passer à un autre. Et en fait, dans ces moments-là où je laisse un peu les tâches courir en arrière-plan, y a un moment donné, mon cerveau, il est super sympa. Et il vient me faire pop une idée. Et ça fonctionne. Mais sinon, je trouve que marcher, c'est hyper bien. Juste se lever, marcher dehors, dedans. C'est quelque chose d'hyper hyper stimulant. D'ailleurs, les premiers penseurs, ils marchaient dans les rues, les premiers philosophes. Donc ouais, je trouve que la marche et puis changer, il faut pas se mettre la pression, je crois. Quand on veut avoir des idées créatives, il faut faire confiance à son esprit qui arrive, quoi qu'il arrive, à nous donner des idées. Et puis quand bien même on est encore très très bloqué, c'est aller chercher l'inspi. C'est clair.
aller sur Internet, aller dans voir une des expos, librairie, aller voir une expo, dehors dans la rue. Je crois que quand on est créatif, tout est inspiration. Ouais, c'est clair. Donc, c'est ça que je conseillerais. Rester éveillé au monde, quoi. C'est ça. Ouvrir les yeux. C'est beau, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles aussi. Ouais, tous Trop les bien. sens. Trop bien. Et genre, en termes de plaisir, justement, même dans la veille et tout ça, c'est quoi le meilleur conseil que tu puisses donner à notre auditeur entre penser business, penser plaisir, penser des voies vie perso et plutôt vie pro comment est-ce que tu pourrais donner un conseil pour structurer ça au début? Je pense que la base doit être le plaisir. Numéro 1. Je pense que le numéro 1, ça doit être le plaisir. Ouais. Ça, c'est évident. Et après, je pense que dans un second temps, il faut apprendre à marchander son plaisir. C'est-à-dire à faire en sorte que mon plaisir devienne une source de revenus. Et à essayer d'amener un côté plus stratégique et commercial qui peut effectivement faire dévier un petit peu ce côté plaisir. Mais il faut avoir quand même une stratégie parce qu'au début, j'étais que dans le plaisir. Et c'est vrai que rapidement, on se confronte à la réalité et au fait que il faut dégager des milliers d'euros tous les mois pour pouvoir manger et vivre. Et donc, le plaisir suffit pas toujours à ce moment-là. Donc là, c'est dans ces moments-là qu'il faut pouvoir être beaucoup plus stratégique. Et derrière, en fait, quand le plaisir il est déjà là, il est installé et qu'on fait ça pour l'amour du métier ou pour la joie d'aider des clients ou d'aider des entrepreneurs, derrière, il faut réfléchir à comment on peut faire en sorte que ce qu'on fait, ça puisse être rentable pour nous, quoi. Ouais, c'est clair. C'est quand même le nerf de la guerre. Ah ouais, c'est clair. Toi, tu as commencé il y a quelques années, du coup, maintenant, où il y avait peut-être moins de difficultés financières, moins de crise économique et tout. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, il faut se faire accompagner? Oui, aujourd'hui c'est très compliqué, c'est très concurrentiel. C'est vrai que malgré tout, le Covid, ça a été bénéfique pour beaucoup de gens, mais en même temps, ça a incité beaucoup de personnes à revoir leur carrière professionnelle et leur stratégie, à éventuellement se lancer tout seul. Je trouve que le Covid, ça a été vachement propice à ça. Et puis aussi, j'ai l'impression que depuis quelques années, tous les métiers un peu créatifs prennent en ampleur. Enfin, en tout cas, les nouvelles générations ont toujours plus envie de faire un métier qui a de plus en plus de sens. Ce qui fait que finalement, sur le marché, aujourd'hui, on se retrouve avec, ça sature un peu, quoi. Voilà, avec une grosse saturation, à la fois de gens qui ont des envies d'entrepreneuriat, d'autres qui ont envie de se lancer indépendants, etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent un peu tout seuls, alors parfois avec des bonnes stratégies, parfois avec des stratégies un petit peu plus bancales. Mais c'est vrai que se faire accompagner, c'est toujours quand même un plus parce que... tu as plus de chances de réussir, quoi. Oui, tu maximises en fait les chances de réussir et il y a d'ailleurs une publicité, je crois, à la télé qui passait avec l'entrepreneur qui allait jusqu'à faire le feu pour forger son truc, etc. Et c'est vrai que on a... Mais oui, je vois ce que c'est. Tu vois ou pas tout ça. Oui, voilà. c'est Yonos qui fait ça. Voilà, c'est ça, on peut pas faire tout ça tout seul. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, selon l'ego qu'on a quand on commence un projet, de se dire j'ai besoin de me faire accompagner. Et pourtant, ça permet quand même d'avancer plus vite, plus loin et en meilleure sécurité et avec une meilleure, je crois, probabilité de réussite aussi. Là, tu vois, j'avais la question, est-ce qu'on peut vraiment vivre de sa créativité sans se vendre? Je pense que tu l'as déjà répondu, c'est pas possible. Il faut aussi accepter ça. Il faut accepter de se vendre. C'est une petite grille de tarifs, voilà. Ça, mon cerveau, à ce moment-là, il vaut ça, quoi. On est obligé. On est obligé parce que sinon, sans se vendre, on peut pas... J'ai un peu du mal à visualiser comment on peut faire progresser son activité et même progresser soi-même sans se vendre, parce que c'est même un vrai exercice de savoir se vendre, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça se fait tout seul, hein, d'où le sens de la question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que par le talent, une certaine visibilité et un peu de contact, à Paris, tout le monde pense que c'est du réseau, du contact, voilà.
bah ça va fonctionner. En vrai, moi je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Se fixer des offres, une stratégie, des prix précis, bah, ça aide justement à connaître sa valeur, quoi. Ah bah oui. Oui, non, mais ça c'est sûr, être capable de se positionner soi-même pour pouvoir trouver les meilleurs clients pour nous, c'est sûr que c'est inévitable. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que, effectivement, selon son cœur de métier, bah, la vente ou le commerce, c'est pas. Et je parle. Voilà, En connaissance de cause. Voilà, je suis une communicante marketing pub. Je sais très bien vendre des idées et des produits, mais beaucoup moins moi Toi-même. aussi. Donc ça a été aussi un vrai travail de fond. Et alors, t'as fait comment ? J'ai fait comment au fur et à mesure, hein, honnêtement, sur le tard, sur le tas, petit à petit. J'ai eu aussi la chance d'avoir des rencontres qui m'ont aidé aussi à évoluer sur certains aspects. Voilà, j'ai pas mal discuté, on en avait discuté ensemble aussi sur comment se vendre. Tu m'avais donné beaucoup de conseils hyper pertinents et d'autres amis aussi commerciaux me donnent souvent je leur demande des conseils pour savoir comment bien écouter, bien comprendre les attentes et pouvoir surtout passer à la signature d'un devis parce que c'est ça qui est le plus compliqué. Le premier frisson. C'est ça, c'est d'arriver à vraiment faire cette... j'ai pas le mot, mais... Les start-upers diront pivoter. Ouais, c'est ça. À faire le pivot pour... Est-ce que t'es scalable ou pas ? J'aimerais bien, pas encore, mais ça devrait venir. Mais ouais, ça c'est... important. Moi je pense que... Et c'est tout le sens aussi du podcast, c'est vraiment ne pas rester seul. Y a des nourritures intellectuelles qui se trouvent dans les médias, qui se trouvent dans les potes, qui se trouvent à l'école. Mais il n'y a pas une seule source d'inspiration comme ça. Il faut vraiment, effectivement, comme on disait tout à l'heure, ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, prendre un maximum d'informations, mais surtout pas rester seul. Pour moi, les artistes sont souvent... imaginés comme ça, dans leur appartement, fermés dans la dépression, sous les toits de Paris, en train de créer avec pinceau et peinture, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut justement sortir de ça pour pouvoir en vivre. Ouais, mais c'est pas évident quand c'est pas ton cœur de métier et que finalement, bah, par exemple, pour imaginer mon rapport avec le côté artistique pur, ma pratique de dessin, c'est vrai qu'à terme, j'aimerais n'avoir qu'à dessiner et pas à démarcher ni les galeries, ni les galeristes, ni les collectionneurs. Voilà, ce serait d'avoir effectivement quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi. Faut le manifester, c'est ça. Faut y penser très fort. Très fort. S'il y a un collectionneur d'art dans le coin, Zoé Art Director. Non, mais faut aimer les nus. Hein. Seconde problématique. Ça, c'est une autre problématique aussi qu'il faudra... c'est les sujets. Les sujets sociaux, acceptables ou pas. Et d'ailleurs, t'as déjà eu des projets en tant que directrice artistique, des gens qui te demandent des trucs où tu te dis « Non, en vrai, ça, c'est pas acceptable ». En termes... Non, pour le moment, j'ai pas eu trop de projets... où je me suis dit c'est pas acceptable. En revanche, si j'ai eu un projet où j'ai arrêté au milieu parce que c'était pas acceptable, c'était du coup dans le sud de la France, un entrepreneur en fait qui ouvrait une épicerie dans mon village. Et qui avait besoin d'une devanture, d'un logo, etc. Et donc au tout début, j'ai travaillé avec ce monsieur, et puis assez rapidement, en fait, sa femme a intégré le projet. Et en fait, comme je vous le disais au début, j'ai essayé de cadrer très rapidement en disant que j'étais là pour leur proposer des idées qu'ils n'avaient pas. Et ça a été une bataille... tout le projet, parce que la femme de ce monsieur... en fait, voulait que je fasse ce qu'elle voulait. Et donc, je me suis un petit peu battue et puis j'ai lâché. J'ai lâché et j'ai fini par faire ce qu'elle voulait.
Et donc voilà, j'ai fait ce qu'elle voulait et je suis partie. Parce que il n'y avait pas moyen de faire comprendre, et ça, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et puis aujourd'hui, je suis un peu déçue parce que je suis pas fière de ce projet. Je suis pas fière de ce que j'ai fait, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, en réalité. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, et j'ai été que l'exécutante, et en plus exécutante d'une mauvaise idée, donc ça, c'est quelque chose qui m'agace assez. Mais bon, ça fait partie du boulot, et aujourd'hui, c'est pour ça que, voilà, en amont des projets, j'apprends à bien définir ce genre de choses. Mais non, pour le moment, on m'a pas trop proposé de choses un peu border. J'ai pu faire par contre, j'ai créé une marque qui pouvait être un petit peu controversée. Un petit peu controversée, exactement, qui s'appelait le 5 grammes. On s'en souvient tous. Voilà, donc ça c'était hyper intéressant, justement, parce qu'on était sur un sujet controversé qui était le cannabis. Ou en tout cas le packaging du cannabis, et qu'on essayait d'amener graphiquement à quelque chose d'un peu plus élevé, un peu plus intellectuel, en même temps léger comme sujet. Voilà, ou même engagé, et pas être dans la propagande. Voilà, mais ça c'était hyper intéressant. Mais sinon non, pour le moment j'ai pas eu de. Mais par contre j'adorais effectivement avoir. Je trouve que le challenge est hyper intéressant d'avoir des clients. Peut-être un peu border parfois. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui se sentent un peu border, qui veulent une directrice artistique un peu ouverte à ce genre de projet, oui, ouverte à tous les projets. Non mais oui, dans ce métier-là, je crois que c'est ça que j'aime en fait, c'est peu importe. Moi, mon métier, c'est la création, ce qui fait que je peux travailler pour n'importe quel secteur d'activité, et c'est ça que je trouve fascinant, c'est se dire nouveau secteur, c'est une nouvelle manière pour moi de voir ce nouveau secteur, d'en apprendre. Et donc c'est hyper stimulant à chaque fois qu'il y a une nouvelle activité, un nouvel entrepreneur qui me démarche, quoi. En tout cas, moi, dans ton histoire que tu nous racontais, je trouve que c'est hyper intéressant le recul que tu as pris sur l'histoire, et où tu nous dis je suis pas fière de ce projet, et je pense que ça fait partie un peu de l'équilibre et de l'expérience, hein. J'imagine que c'était plutôt un début de carrière, tu l'as pas fait au bout de 10 ans, voilà. Mais je trouve qu'à en tirer comme conseil, c'est vraiment ça. Il y a des fois où il faut savoir peut-être se taire un petit peu pour rentrer de l'argent, parce qu'on en a besoin, mais il faut vraiment le faire le moins souvent possible, parce qu'avec du recul sur ta carrière, tu perds en fierté. Et alors que ce que tu nous expliquais avant, c'est que justement ce qui t'a permis de t'élancer et d'être autonome, c'est la confiance en toi, et ce développement personnel, et les rencontres, et la remise en question. Et je pense que du coup, si on accepte trop ce genre de projet comme tu nous l'as raconté, ça casse cette dynamique-là, et ça casse peut-être un peu de développement personnel et créatif. Et je pense que sur le long terme, t'aurais jamais tenu en acceptant des projets comme ça. Donc, ok, celui-là, il a été accepté, et il t'a mis peut-être du beurre dans les épinards, ou les épinards tout court. Parce que c'est les débuts, et voilà. Mais en vrai, le faire le moins possible me paraît être un très bon conseil aussi. Non, ça, mais c'est vrai que parfois, voilà, il faut peut-être que la chose que j'aurais à tirer comme conclusion de ce projet-là, c'est j'aurais peut-être dû lâcher prise plus tôt. Je pense que je me suis peut-être battue un peu longtemps pour faire valoir mes idées. Et j'ai perdu un peu trop d'énergie, je pense, face à quelqu'un qui finalement ne voulait qu'avoir le dernier mot. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à mettre un peu son ego de côté parfois, et à accepter que voilà, on s'est engagé dans un truc peut-être un peu border, un peu pas ouf, et que il faut essayer de satisfaire au mieux le client, parce qu'en fait moi je te dis que je suis pas fière de ça, mais les clients sont très contents, hein. Oui, donc voilà, encore une fois, beaucoup de résilience. Voilà, c'est ça, c'est que voilà, il faut accepter que parfois en fait on le fait pas pour nous, on le fait pour les autres. Et que c'est mieux d'être fier de soi, mais bon, l'intérêt c'est quand même que le client soit content à la fin. C'est ça, de pouvoir tirer sa satisfaction. C'est ça. Moi, je trouve qu'on a fait un très bon tour de ce sujet. Je pense que vraiment trouver l'équilibre entre créativité, gestion d'entreprise, organisation, épanouissement personnel, de toute façon, c'est un chemin de vie. Il faudra toute une vie pour
pour vraiment atteindre l'épanouissement sur tous les sujets. Mais voilà, trouver des moments où on se remet en question et où on se nourrit de l'autre, ça nous permet d'y aller un peu plus vite, c'est trop cool. En tout cas, pour nous retrouver, qu'est-ce qu'on a comme levier pour nous retrouver, Zoé? Qu'est-ce qu'on a comme levier pour me retrouver ou pour nous retrouver? Alors pour nous retrouver, nous on fait partie de la Mona Community. Voilà. C'est un groupe qui clairement a fait émerger ce projet de podcast. On est un groupe de 4 entrepreneurs qui accompagnent les entrepreneurs de demain. Nous, le principe, on n'a pas réinventé l'accompagnement, juste on a moins de 30 ans et on entreprend encore. Donc on est dans la même réalité que vous. Et on a les mêmes problématiques et on y trouve des solutions en même temps. Juste, effectivement, on a commencé nos carrières assez jeunes. Pour ma part, 14 ans. Et toi ? Quand est-ce que j'ai commencé à faire du free? J'ai commencé pendant mes études déjà, donc franchement, ça commence à faire un petit... Je devais avoir 20 ans, je pense. Voilà, donc, même pas, ouais. En post-bac, moi 14 ans, c'est parce qu'on passe pas le bac dans la coiffure. Hein. Mais 20 ans, c'est extrêmement jeune aussi. Donc, on arrive à des moments de nos vies où on a beaucoup d'expérience par rapport à nos âges et en même temps une mentalité très ancrée dans 2025. Et voilà, donc on a créé la Mona Community. Si toi aussi tu te reconnais dans ce genre de profil et que tu en as marre d'avoir comme proposition d'accompagnement que des gens qui ont déjà vendu leur boîte il y a une dizaine d'années et qui sont plus proches de l'âge de ton père que de toi, bah écoute, bienvenue chez nous. Donc on a notre site La Mona Academy, La Mona Community dispo en ligne, notre Instagram aussi, Mona Academy avec un Y s'il vous plaît. Et nos Insta perso, c'est quoi nos Insta perso? Moi, mon Insta, c'est zoé.creativestrategy, avec un Y aussi. Pourquoi Creative Strategy? Parce que je suis à la fois du coup directrice artistique, donc axée sur la création et le visuel, mais j'ai aussi un solide background de stratégie de marque, donc c'est-à-dire penser la marque à son essence même pour que elle puisse au mieux s'implanter sur le marché. Donc voilà, j'allie vraiment à la fois le côté visuel et le côté stratégie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'appeler Zoé Creative Strategy sur Instagram. Et donc toi, c'est... Et ben moi, j'ai été beaucoup moins dans l'invention parce que c'est juste les consonnes de mon nom de famille, mais c'est Solène-AML. Dessus, moi je raconte plutôt les histoires justement de mon quotidien en tant que chef d'entreprise, mais aussi on partage des valeurs de coaching, d'accompagnement et voilà, à bientôt. À bientôt.